Après les présentations, notre premier conférencier, en fait, j'attends sa présentation avec impatience. Depuis un certain temps, j'ai essayé de commencer à parler de la pathologie et nous avons un excellent pathologiste parmi nous aujourd'hui. Il est très respecté et franchement, comme patiente, j'ai reçu mon rapport de pathologie et je ne le comprenais pas très bien et je suis certain que c'est le cas pour pas mal d'autres personnes. C'est quelque chose qui est très compliqué et donc j'espère que nous allons pouvoir mieux comprendre l'ensemble du processus. Je suis donc ravi de souhaiter la bienvenue au Dr. Michael Barnard. Et Dr. Barnard, si vous voulez allumer votre caméra, c'est anatomopathologiste au St. Joseph's Healthcare Hamilton. Et bonjour, Dr. Barnard. Merci d'être là. Dr. Barnard est aussi professeur agrégé à l'Université McMaster. Il a fait ses études de médecine. J'ai de la difficulté à parler aujourd'hui, à l'Université de Toronto. Puis, il a suivi une formation en pathologie. Il a été diplômé par le Collège Royal en anatomopathologie et il a une surspécialité en pathologie urologique à l'Université de Calgary. Donc, à part ses compétences médicales, il est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées génie mécanique et de maîtrise en sciences appliquées génie mécanique, génie biomédical de l'Université de Toronto. Il a fondé le Libre Pathology, un site web en libre accès destiné aux prestataires de soins de santé qui fournit de l'information sur la pathologie. Il s'intéresse à la pathologie urologique, à la modélisation numérique, à l'analyse des données et à l'amélioration de la qualité. Il contribue en tant que membre du comité directeur du Système canadien d'information sur le cancer du rein. Et donc, c'est un poste très important. Merci beaucoup. Nous attendons votre présentation avec impatience et vers la fin de votre présentation, il y aura des questions. À vous la parole. Mes excuses, ça a été un peu difficile et ce n'était pas la façon dont je voulais commencer ma présentation. Sans plus tarder, je vais commencer ma présentation. Et je vais donc vous parler de la pathologie et des biomarqueurs. Avant de commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier à déclarer. Je suis fondateur de Libre Pathology et je respecte les droits d'auteur. La majorité des images sont des images que moi j'ai prises. Il y en a quelques-unes qui viennent de Wikicommons. Christine l'a déjà mentionné. Et donc voici un survol de ma présentation. Pour les 45 prochaines minutes, je vais vous parler de la pathologie, de ses objectifs. Je vais vous expliquer le processus, ce qui se passe au laboratoire. Et avec le temps qu'il me reste, je vais parler des biomarqueurs et des approches personnalisées en mettant l'accent sur le cancer du rein. De manière générale, les objectifs de la pathologie, en fait, il y en a trois. Il y a trois questions à poser. C'est quoi? Est-ce que je l'ai eu dans son ensemble? Et est-ce que j'ai enlevé la bonne chose? Donc, de manière générale, l'objectif de la pathologie, c'est de catégoriser les maladies. Et donc, dans le contexte clinique, on peut s'en servir pour prognostiquer et pour bien gérer la maladie. Donc, c'est déterminer le grade, le stade, le type. Et au niveau des biomarqueurs, ça a évolué. Je vais les mentionner un peu plus tard et c'est un élément important du traitement. Pour ce qui est du processus en laboratoire, c'est la prochaine partie de la présentation. Je vais vous donc parler de ce processus. Le tout commence avec l'archivage en un numéro de cas. Les pathologistes reçoivent les échantillons et ensuite ça passe au grossissage. Et juste un avertissement,
Quelques-unes des images sont un peu difficiles à voir. Mais c'est ce que je fais comme métier. Donc, le grossissage ou le montage, c'est pour identifier l'échantillon et pour le décrire. Donc, quelle est la taille, la couleur, l'apparence générale? Est-ce qu'il y a eu une propagation à l'extérieur de l'organe touché? Et par rapport aux efforts pour prognostiquer, est-ce que le médecin a pu l'enlever? Et donc, cela aide dans le domaine de la microscopie. Et la partie principale qui est liée à la prochaine partie, c'est enlever le tissu à des fins de microscopie. C'est pas toujours qu'on examine l'ensemble de l'échantillon. Donc à droite, vous voyez un CCR et en bleu, c'est la partie non cancéreuse et en rouge, vous voyez la tumeur. Et donc, ça a une apparence assez typique pour un carcinome à cellules claires. La couleur est importante pour les tumeurs à cellules claires. Typiquement, c'est jaune, il y a différentes couleurs. Et au niveau de l'examen, on va savoir si c'est nécrotique. Et donc, la nécrose n'est pas un bon signe. Et si c'est plus kystique, c'est mieux. Donc ici, vous voyez un changement sarcomatoïde dans un cancer du rein. Et en bleu, c'est la partie non cancéreuse. Et en rouge, c'est la tumeur. Et finalement, un élément important, c'est examiner les ganglions lymphatiques. Et un cancer plus avancé se trouve au ganglion lymphatique. À gauche, vous voyez une image d'un ganglion lymphatique. Et parfois, on examine le patient pour voir s'il y a des ganglions lymphatiques plus grands que d'habitude, ce qui est une source de préoccupation. Et à droite, vous voyez un micrographe qui montre un carcinome dans un ganglion lymphatique. Et vous voyez en bleu ce qui reste du ganglion lymphatique et puis la tumeur et les lymphocytes à droite. Et donc, j'ai déjà parlé des différents stades des cancers. Donc, par rapport au traitement, c'est vraiment influencé par le stade. Donc, il y a des stades 1 à 4, bons à mauvais. Et si vous entrez dans le détail des stades, dans le domaine du cancer, on parle des tumeurs, des nodules et des métastases. Et je l'ai déjà mentionné, mais les tumeurs sont aussi catégorisées entre 0 et 4. 4, c'est le pire type, et il y a aussi des sous-catégories T1A et T1B, et l'étape des nodules N0, N1 et les métastases M0 ou M1. Donc, si vous prenez tous ces éléments, ça vous permet d'évaluer le stade général du cancer. Et c'est utile lorsqu'on choisit les options de traitement. Et ici, le pathologiste est en train, en haut, vous voyez la décision, c'est-à-dire est-ce que la tumeur est à l'intérieur du rein ou à l'extérieur. Et si elle est à l'extérieur, ça va vouloir dire T3 ou pire. Et si c'est à l'intérieur du rein, le stade va dépendre de la taille de la tumeur. Donc, c'est la décision du pathologiste et c'est son rôle. J'ai parlé de l'archivage, du grossissage.
Oui, je vais donc continuer ma présentation. La prochaine diapo porte sur le traitement des tissus et sur le coupage. Donc c'est un processus très automatisé. Il y a des machines qui le font. Et à droite, vous voyez le coupage où on prend une partie très mince du tissu. Ensuite, il est coloré. C'est fait par une autre machine. Et dans certains endroits du pays, on utilise des, des processus numérisés pour les lames. Et ensuite, l'interprétation des résultats. Et donc, ce sera le contenu des prochaines diapos. Et ça nous permet donc d'arriver à un diagnostic et on intègre des informations de plusieurs sources, de l'historique du patient, la pathologie et l'apparence en utilisant les microscopes. Donc vous voyez ici un CCR papillaire. Donc en utilisant toutes ces informations, le pathologiste peut demander d'autres colorations, des tests moléculaires, de l'immunomarquage. Et donc, on va établir le grade et on va aussi étudier les marges du cancer. Donc, voici un survol des catégories de diagnostic. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces catégories, mais je vais vous parler du processus de manière générale, c'est-à-dire la façon dont on arrive au diagnostic. Donc voici une diapo qui vous donne des informations sur les informations qu'on reçoit des microscopes. Donc les tumeurs ont différentes apparences et c'est comme ça qu'on arrive à les catégoriser. Donc il y a des différences assez subtiles. Il y a aussi certaines similarités entre des tumeurs qui ont des cellules claires ou des cytoplasmes pâles. Et c'est pour ça que d'autres tests sont très utiles pour catégoriser les tumeurs. Ensuite, ici, nous voyons un exemple d'un autre groupe de tumeurs qui ont euh, des cellules roses, donc et cytoplasme rose. Vous voyez là aussi différentes structures de tumeurs qui sont visibles sous le microscope. Certaines sont plus faciles à identifier et d'autres sont un petit peu plus difficiles et vont requérir des tests supplémentaires. Donc, c'est là où j'en viens ici dans cette diapositive. Voilà ici l'une des principales étapes dans le processus de diagnostic. Ici, vous avez différentes tâches qui peuvent aider le médecin à séparer les tumeurs qui se ressemblent sur le HCE et celles qui peuvent être différentes. De façon générale, on examine des protéines et on voit si les anticorps vont s'associer à une protéine. Ça vous dit si la protéine est présente ou non. Et si vous voyez une tache marron comme en haut ici, ça vous dit qu'il y a un certain type de tumeur. En bas, ici, le carcinome cellulaire rénal chromophobe peut être séparé de la tumeur onocytique de grade bas. Donc, vous voyez ici clairement une séparation des tumeurs avec différents types de tâches immunitaires. En plus de la classification de la tumeur, les tumeurs sont aussi euh, notées et de bon à mauvais sur une échelle de 1 à 4, 4 étant le plus mauvais. Les tumeurs de grade 4 sont les plus agressives et elles ont des morphologies spécifiques comme on le voit en bas à droite. Elle a une apparence rhabdoïde qui fait référence à l'apparence d'un muscle, mais bien sûr, il ne s'agit pas de tissu musculaire. Ici, le statut de marge.
je l'ai évoqué brièvement au début de la présentation. C'est le, la question qu'on se pose en tant que chirurgien, c'est euh, le, euh, la coupure a bien été faite au bon endroit. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous posons un colorant euh, sur la tumeur et puis si on voit que le colorant réagit, bien, il reste des cellules euh, de tumeur chez le patient. Vous avez ici les identifiants de patients en haut, un historique clinique, bref, ensuite le nom de l'assistant et puis du médecin au banc de grossissement. Ensuite, ici, vous avez une liste quelles parties ont été retirées, ont fait l'objet de l'ablation. Et ensuite, en bas, vous avez le diagnostic qui rassemble les informations. Ça vous donne les classifications en question. Ici, carcinome cellulaire rénal clair, hein. Ça vous montre les facteurs importants du rapport pathologique dont j'ai parlé. Est-ce que les marches sont claires? Quel est le grade et le stade de la tumeur? Et je vais aussi parler de ça un petit peu plus tard. La qualité, vous avez un rapport synoptique. En fait, c'est une liste de questions et regroupe des informations que l'on retrouve dans la section de diagnostic, mais dans un format systématique. Il peut être analysé rapidement et de façon plus large, ce qui vous aide à avoir un survol de ce qui se passe dans une région précise ou à travers le pays. Il y a d'autres facteurs couverts, euh, la nécrose, les changements sarcomatoïdes, l'invasion lymphovasculaire et d'autres. Cela donne lieu à un prognostic assez négatif. Donc, ce que vous voyez en rouge ici est un résumé de ce qu'on va trouver dans le rapport de pathologie. Ensuite, ici, je vais parler de l'étude de maladie pour euh, prendre une perspective un petit peu différente. Je vais parler un petit peu de biologie ici et dans un aperçu plus général. Alors, j'espère que chacun va pouvoir continuer à suivre. Je vais parler un petit peu de génétique et de la façon dont nous pouvons utiliser les marqueurs biologiques et la médecine personnalisée avec une orientation spécifique sur le cancer rénal, mais aussi plus largement sur d'autres types de cancers. Alors, en termes de biologie, nous parlons d'un ensemble d'instructions pour ce qui a trait à l'ADN. Donc, en quelque sorte, des séquences précises. Il y a différentes séquences d'ADN qui peuvent être isolées grâce à des techniques épigénétiques. Donc, c'est un petit peu le niveau plus général, le plus haut niveau. Et ensuite, vous avez les protéines qui euh, sont accessibles d'une certaine façon à partir de l'ADN. Différents organes comportent différentes protéines et différents types de tumeurs auront différentes protéines aussi. Et donc, les protéines vous montrent un petit peu ce qui se produit au niveau biologique, mais elles ne contrôlent pas ce qu'il se pense, ce qu'il se passe. Et ça vous montre aussi ce qui se produit sous le microscope euh, et en termes d'aminohistochimie aussi. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous euh, euh, parler seul sans les anticorps de la structure tumorale. Ensuite,
ici, pour mentionner brièvement la génétique, les gènes donnant lieu à différents types de cancer rénal ont été identifiés. C'est euh, quelque chose qui est fait de façon routinière dans un contexte de recherche, mais pas dans un contexte de diagnostic. Ici, concernant la génétique, pour remettre les choses en contexte ici un petit peu par rapport à la présentation précédente, la présentation précédente, la première partie de la présentation, et ce que nous en dérivons concernant la pathologie. Vous pourriez avoir un changement ou une mutation dans l'ADN qui est présent dans toutes les cellules avec la tumeur dans l'arrière-plan. Et ça a des implications pour les proches s'il y a une mutation présente dans l'ADN familial. Il y a des programmes de tests qui sont conçus pour cela. Euh, il y a aussi des mutations somatiques qui sont des changements au sein de la tumeur en elle-même. Et pour ça, il faut tester des tissus de la tumeur en eux-mêmes. Donc, il y a, comme j'ai dit ici, des programmes de tests génétiques pour l'Ontario et aussi pour d'autres provinces. Il y a une très bonne présentation que Raymond Kim a donnée plus tôt à ce groupe. Alors, je vais parler ici de ce point plus brièvement. D'une perspective pathologique, les tests sont très, très utiles pour le diagnostic. Il peut y avoir un historique familial de cancer rénal, c'est utile de le savoir. Il peut y avoir aussi une mutation génétique est très utile pour nous aider à identifier et classifier une tumeur. Donc, particulièrement en ce qui est euh, des, euh, de l'élément somatique. Donc, la génétique est quelque chose qui nous aide à identifier et classifier correctement les tumeurs. Il peut y avoir un petit écart, malheureusement, entre la génétique et la pathologie. J'essaie de euh, réduire cet écart dans ma pratique. Si vous êtes jeune, par exemple, et que vous vous demandez si c'est utile ou non de vous faire tester, c'est quelque chose que j'encouragerais toujours. Nous en venons maintenant aux marqueurs biologiques. Un biomarqueur est une caractéristique tumorale, en fait, et euh, il prend la forme d'une protéine particulière qui est présente dans un changement de l'ADN. Donc, vous verrez un changement dans l'ADN et un changement dans la protéine. Ici, même chose, vous voudrez trouver une caractéristique qui représente un pronostic et ensuite élaborer une orientation pour le traitement pour le patient. L'idée est de cibler la thérapie pour avoir un meilleur effet sur la maladie et moins d'effets secondaires. Alors, pour essayer d'expliquer cette idée un petit peu, voilà une expérimentation ici. Prenez un groupe de 100 patients. Vous avez deux groupes différents au sein de cela. Un sous-groupe X de, par exemple, 10 patients et un sous-groupe Y composé de 90 patients.
vous avez différentes réponses au traitement parmi les patients, un traitement A et un traitement B. Le groupe X survit très bien à 90%, 20% survivent avec le traitement B. Pour le sous-groupe Y, c'est l'inverse, 10% de survie avec le traitement A et 50% avec le traitement B. Si vous ne séparez pas les groupes et vous ne déterminez pas euh, à quel groupe le patient appartient, si vous donniez le traitement A à tout le monde, vous auriez 17 survivants. Si vous donniez le traitement B à tout le monde, vous auriez 47 survivants. Donc, si vous sépariez les groupes et que vous reproduisiez la- le, le processus de traitement, vous pourriez offrir plutôt le traitement qui permet d'avoir un maximum de survie, 53 survivants dans ce cadre. Sans la séparation, il y aura une réponse moins prévisible. Et donc, les tests jouent un rôle très important dans cette partie de l'étude de la pathologie. Prochaine diapositive. Il y a une longue liste de marqueurs biologiques et de thérapies ciblées. Voici simplement quelques exemples. Il y a des financements qui sont accordés pour différents types de cancers, comme ceux qui sont illustrés ici. Et malheureusement, le cancer rénal ne fait pas partie de cette liste bénéficiant de financement. Ce que je peux dire en général, c'est que ce type de test n'est pas très cher. Le marqueur biologique basé sur l'immunohistochimie peut être de 50 à 100 dollars par marqueur biologique. L'hybridation atriale fluorescente peut être donc des changements au sein de l'ADN, peut être 300 à 400 dollars. Donc, ce n'est pas relativement trop dispendieux. D'autres tests sur l'ADN ou l'ARN peuvent aller de 500 à 800 dollars, mais on parle souvent d'un panel de peut-être de douzaines ou de centaines de personnes en même temps. Pour les séquences de génome, on a un prix autour de 5 000 dollars. Ensuite, prochaine diapositive. Donc, ici, un petit mot sur les marqueurs biologiques et les carcinomes cellulaires rénaux. Je ne crois pas qu'il y ait de financement au pays, en tout cas en Ontario, là-dessus. Nous allons parler de ce qui pourrait devenir des marqueurs biologiques. Par contre, ils pourraient changer la situation. Alors, prochaine diapositive. Il y a des biomarqueurs qui ont des recoupements avec d'autres types de cancers et il y a des tests établis pour cela. Le carcinome rénal réarrangé ALK pour donc le cancer rénal, mais aussi pour le cancer des poumons. Les tests sont couverts et les médicaments également sont couverts à beaucoup d'endroits au pays. Il y a aussi un recoupement avec certains des traitements pour le cancer rénal, le crizotinib qui est utilisé traditionnellement dans le traitement des carcinomes rénaux et aussi peut-être que certaines des réponses à ce traitement étaient en fait du marqueur euh, biologique dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc,
On pourrait se demander si un meilleur type de traitement ici serait disponible. Si un marqueur biologique était identifié, je crois qu'il pourrait y avoir un petit nombre de patients atteints de carcinome cellulaire rénal qui pourraient bénéficier de ces thérapies ciblées. Il pourrait y avoir aussi un marqueur biologique euh, pour la mutation de carcinome cellulaire rénal pavillaire. Il y a une étude qui porte actuellement là-dessus. Nous en saurons plus après la publication des résultats. L'une des euh, principales euh, catégories ici, dans des défis associés en matière de carcinome rénal papillaire, c'est que il y a un type 1 et un type 2. C'est un groupe très hétérogène. Et une reclassification ici va probablement aider en termes de choix des meilleures options de traitement à l'avenir. Donc, je vais parler un petit peu du traitement disponible actuellement. L'immunothérapie maintenant est le traitement standard pour le carcinome rénal dans un contexte de métastase. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le PDL1 est euh, en fait une prédiction de réponse à un carcinome rénal. Vous voyez ici le cercle bleu et le cercle rouge. En comparaison, vous avez différents types de taux de réponse. Donc, le test PDL1 est utilisé aussi dans d'autres types de cancers pour déterminer euh, qui est un bon candidat pour recevoir le traitement d'immunothérapie ou non. En cancer rénal, malheureusement, au moment où nous parlons, il n'existe pas beaucoup d'alternatives. Il y a aussi beaucoup de réponses avec un PDL1 négatif, des patients qui ont des tumeurs qui testent négatives au PDL1. Donc, ça n'est pas utilisé en tant que test prédictif. Prochaine diapositive. Regardez ici un petit peu plus loin. Alors, c'est vraiment, nous essayons de voir à très long terme, on pourrait imaginer que le, les- le processus d'étude de tâches immunitaires pourrait jouer un rôle. Nous parlons ici de carcinome rénal cellulaire par rapport au carcinome rénal cellulaire avec une mutation de voie TC mTOR. Alors, du point de vue des études pathologiques, cette séparation n'est pas bien faite au Canada parce qu'il n'y a pas de bon test. Nous pourrions faire l'hypothèse que si la séparation était faite, nous pourrions euh, trouver une, une façon de procéder reproductible avec un traitement qui pourrait bien fonctionner. Il y a des inhibiteurs mTOR qui sont présents, qui existent. Ils ont été testés sur les carcinomes rénaux cellulaires, mais n'ont pas montré de bons résultats. Les patients qui n'ont pas répondu à des tests, pas bien répondu plutôt, lors de tests faits précédemment, euh, présenter des défis pour la suite. Nous devons essayer d'obtenir de meilleurs résultats pour plus de patients.
dans l'étude du carcinome rénal. Pour certains marqueurs biologiques, euh, les tests seraient vraiment peu dispendieux, comme le P10, et, qui détermine les résultats dans les patients traités avec un bloqueur mTOR. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ces tests ne sont pas faits. Je n'ai malheureusement pas de réponse à apporter. Prochaine diapositive. Alors ici, pour parler un petit peu des marqueurs biologiques et des tests, je pense que le VHL pourrait consister, euh, représenter un marqueur biologique et le basotifan pourrait aussi être considéré comme thérapie ciblée et cible la protéine alpha IF2 qui interagit avec euh, UPA-Lindo. C'est la protéine impliquée dans le type de carcinome rénal le plus commun. Donc ici, ça pourrait prédire le résultat de réponse à ce traitement. Et ça pourrait apporter peut-être de meilleurs résultats pour le traitement standard que les euh, combinaisons IO ou bien IO-TKI. Donc, la question se pose de savoir si le belzutifan pourrait avoir de meilleurs résultats dans un sous-ensemble de tumeurs claires, puis dans l'IO. Et il y a des études actuellement là-dessus, dans le contexte d'autres types de cancers, notamment le cancer du poumon. Les patients ont de meilleurs résultats dans le cas de, euh, de traitement ciblé sur l'ALK. Bien sûr, la question est de savoir comment apporter le meilleur traitement possible à un patient. Ensuite, ici, pour parler de séquençage, des patients euh, en, en, en 2019, euh, des chercheurs pardon, procédaient à du séquençage pour le cancer du poumon et pour le cancer du côlon et pour le mélanome. Malheureusement, nous n'en sommes pas beaucoup plus avancés dans ce domaine-là. Les panels n'ont pas encore étudié les gènes les plus communs euh, qui entrent en jeu dans le carcinome rénal clair et carcinome rénal papillaire. Donc, il n'y a pas euh, beaucoup d'encouragement à faire de tests en raison de manque de financement. Et c'est un petit peu un obstacle ici à une meilleure catégorisation du cancer rénal parce qu'il n'y a pas de traitement ciblé. Alors, prochaine diapositive. En tant que pathologiste, je dirais qu'il est frustrant d'essayer de comprendre ce qui peut être fait en termes euh, de tests du génome. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui ont vu un potentiel d'affaires là-dedans. Euh, Par exemple, Foundations Medicine. Et ils proposent euh, euh, des séquençages du génome complet de l'ordre de $5 000. Donc, c'est assez cher. Boston Gene aussi. Dans un contexte un petit peu plus large, l'Institut national de la santé, National Institutes for Health aux États-Unis, fixe le prix d'une séquence de génome complète autour de $1 000 américains, ce qui est plus bas. Il y a une étude à Ottawa
qui étudie certains patients qui ont fait l'objet de tests et de rapports par le Foundations Medicine pour voir si les résultats ont été probants, s'il y a certains gènes ou s'il y a d'autres changements qui seraient présents dans une tumeur dans un contexte de cancer rénal et si un traitement pourrait peut-être le cibler. Une autre étude est en cours sur les mutations de réparation de gènes d'ADN dans le cas de carcinome rénal. Et, et le traitement médical pour cela est en fait un traitement utilisé dans des cas de cancer de la prostate. Euh, des tests qui font l'objet de financement. Nous voyons là, bien sûr, un défi qui se dégage, mais aussi des opportunités potentiellement. Pour moi, c'est clair que le séquençage va devenir une plus grande part du diagnostic de cancer à la suite, particulièrement en lien avec les coûts encourus par le patient au cours du processus de traitement. Au- Au-delà des cas de carcinome rénal cellulaire clair, les autres carcinomes relevés sont assez rares. Donc, nous pourrions envisager du séquençage à plus grande échelle. Je pense que les choses s'avancent dans cette voie, mais peut-être pas aussi rapidement que nous ne pourrions l'espérer. Il y a un programme parrainé au niveau fédéral pour euh, procéder à du séquençage de génome complet dans 15 000 cas pour construire un ensemble de données qui peut être utilisé pour les études et pour l'amélioration des soins. Si vous avez une tumeur rénale rare, il pourrait y avoir aussi un intérêt de la part du marathon de l'espoir et aussi peut-être du National Institute for Health qui pourrait procéder à un séquençage. Les oncologues dans certains grands centres ont parfois le pouvoir de demander le séquencement. Bon, c'est pas tous les oncologues qui ont cette autorité, mais certains dans les grands centres peuvent demander un séquencement génétique. Alors maintenant, je vais changer un peu de vitesse pour parler de la qualité. Bon, ça s'agence un peu dans la question du séquencement génétique, mais aussi la classification et, bon, les rapports de synaptic reporting en anglais, c'est quelque chose qui est, on peut être fier de cela, comme c'est utilisé en Ontario et implanté dans toute la province dans les années 2000, c'est que l'Ontario est un chef de file dans ce domaine. Et maintenant, c'est utilisé partout au pays. Et ceci facilite une meilleure collecte de données. Et maintenant, c'est aussi utilisé pour ce qui est de faire une meilleure gestion de la qualité, pour s'assurer que la classification qui ont utilisée en pathologie soit reproductible. Alors, je montre un peu de données venant de l'environnement local pour montrer que, bon, voici des pathologues individuels. Et pour ce qui est de leur classification et les classifications, bon, sont basées sur la comparaison entre pathologues qui montre que c'est pas vraiment important quel pathologue le regardait. Alors, dans le processus de diagnostic, une des composantes essentielles
pour faire de la bonne pathologie et de faire la bonne médecine. Bon, ceci devrait être rassurant que les classifications sont relativement robustes pour les médecins anatomopathologistes. Et dans ce contexte, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en regardant le séquencement génétique dont j'ai parlé dans les dernières diapos, que en ce moment, la plupart du séquencement qui est fait au Canada, c'est fait sur des machines qui sont des machines seulement pour la recherche. Et les tests ont sont des tests développés à l'interne, in-house en anglais. Alors, comment est-ce qu'on peut valider un test développé à l'interne si la tumeur est rare? Et la réponse pour cela, c'est qu'on ne peut pas. On a besoin d'une structure plus large pour faciliter cela. Et on a besoin de quelque chose qui, idéalement, soit indépendant de l'industrie, indépendant des gens qui fabriquent les machines. Et la question, évidemment, c'est qui va payer? Il y a certainement des efforts, il y a un effort canadien pour faire l'évaluation de la qualité et pour voir si les classifications sont précises, mais il y a certainement encore du travail à faire dans ce domaine. Maintenant, pour l'immunohistochimie, il n'y a pas de panel IHC standardisé qui est obligatoire. Donc, il y a beaucoup de variations partout au pays pour ce qui est des tests. Et ceci, probablement, bon, il y a probablement beaucoup de place à l'amélioration. Certainement, dans mon environnement local, il y a plusieurs euh, produits qui ne sont pas disponibles et moi, je les envoie à un institut à l'externe pour les faire. Une position idéale. Je ne peux pas faire ça localement pour moi. Maintenant, pour les processus en général de laboratoire, il y a des données qui suggèrent que il y a certaines différences. Bon, j'ai parlé du processus plus tôt, là, et de la classification que les médecins anatomopathologistes font sur le stade. Et si on regarde ceci dans le système d'information sur le cancer du rein, il y avait certaines différences entre les différentes institutions. Alors, il y a aussi du travail pour avoir plus de reproductibilité dans ces résultats. Mais ce que je vais dire, c'est qu'en général, les laboratoires de pathologie sont souvent des opérations qui manquent d'argent et ils ont peu de visibilité. Et il me fera plaisir de vous parler de ce qui se passe dans le laboratoire pour vous expliquer quels sont les processus et qu'est-ce qui se passe dans les coulisses que souvent on ne voit pas au niveau des patients. Alors, le message final, c'est que la pathologie fournit plusieurs choses. Bon, le diagnostic, le grade, le stade, l'état de la marge et aussi certains autres facteurs qui peuvent aider à prédire, comme les composantes sarcomatoïdes, nécrose. Et j'espère qu'à l'avenir, on va aussi pouvoir fournir des biomarqueurs pour l'adénome claire et que, même sans les biomarqueurs, à ce stade-ci, ce que la pathologie livre, c'est une séparation en groupes et ces groupes ont une valeur pronostique et peuvent aider à prendre de meilleures décisions de gestion. Et je vais vous laisser avec cette dernière pensée que le docteur William Osler qui a dit il y a plusieurs années, telle est votre pathologie, telle est votre médecine. Et c'est encore vrai aujourd'hui, selon moi. Alors, les remerciements. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de parler de mon monde avec vous et il me fera plaisir de répondre à vos questions maintenant. Merci, Dr. Bonnard. Nous avons des questions, en fait beaucoup de questions, mais avant de plonger dans les questions, je veux simplement dire à tout le monde que ça a été une présentation tellement pleine d'informations. Merci beaucoup. Vous avez déjà répondu à plusieurs des questions que j'avais avant votre présentation, mais je veux que tout le monde sache que cette présentation par le Dr. Bonnard sera sur notre site web bientôt
Alors, je sais que moi, je vais y référer parce qu'il y avait des points que j'aimerais creuser un peu plus. Mais notre première question, les fonctionnalités rhabdoïdes ou sarcomatoïdes sont-elles découvertes et quelle est la différence entre elles et lorsqu'il y a des tumeurs qui n'en ont pas? Bon, c'est lorsqu'on regarde dans le microscope. Bon, j'ai vu montrer la photo sur le diapo avec les différentes cotes. Alors, c'est une apparence particulière sous le microscope. Si ça a l'air comme on appelle ça rhabdoïde, et si ça, bon, c'est juste que ça a l'air de ça. Sarcomatoïde, c'est les cellules ont une apparence différente. Elles ont une apparence différente que dans les adénomes à cellules claires sarcomatoïdes. Alors, c'est plus facile à montrer avec des photos. Je sais pas si ce serait difficile de revenir à la à la bonne image, mais je me souviens de la diapo dont vous parliez, oui. Alors, si vous allez sur la page avec le grading, et ça montre une photo avec le rhabdoïde et un avec le sarcomatoïde. Du point de vue pronostic, mon sarcomatoïde, c'est particulièrement intéressant parce que ça a aussi permis de prédire la réponse pour l'immunothérapie. Alors, sarcomatoïde, c'est d'habitude mauvais pour le pronostic, mais de nos côtés, les chances sont meilleures qu'il y aura une bonne réponse au traitement, même si c'est normalement négatif pour ce qui est du pronostic. J'ai une autre question. Que pensez-vous de la recherche en cours au BC Cancer Personalized Oncogenomics, le programme POG? Moi, je n'étais même pas au courant de ce programme POG en Colombie-Britannique. Je n'ai pas vraiment une bonne connaissance. Bon, je sais un petit peu ce qui se passe en Colombie-Britannique, mais je connais pas tous les détails. Si j'ai bien compris, c'est qu'ils étaient en train de séquencer les tumeurs et je ne sais pas si c'était des séquences complètes ou juste pour des panels. Et si j'ai compris, c'était certains panels sélectionnés pour cibler certaines mutations. Je peux dire qu'il y a un programme similaire en Ontario qui s'appelait Octane. Je pense que, à la discrétion de l'oncologue, il pouvait demander un séquencement génétique sur la tumeur. Et moi, ce que j'en pense, c'est que ceci va probablement être ce qui va se produire à l'avenir. C'est-à-dire que le séquencement sera utilisé à l'avenir plus fréquemment. Et le coût, en relation avec les autres coûts pour les soins du cancer, sont relativement modestes. C'est pas que ça coûte pas cher, mais c'est relativement modeste. Et il y a, bon, avec plus de temps, il y a plusieurs médicaments qui existent. Et la question, c'est, a-t-on une mutation qu'on peut cibler? Alors, plusieurs, une grande partie de la prise de décision dans le soin sur le cancer, ça a rapport avec est-ce que vous avez des cibles? Et avez-vous un médicament qui peut viser cette cible? Alors, l'idée générale, c'est y a-t-il quelque chose qu'on peut cibler et ensuite le traiter? Et, bon, le taux de succès est très faible en ce moment. Bon, c'est 1% ou entre 1 et 10%. On parle souvent de cela lorsqu'on a nos webinaires et nos cafés rencontres. Apparemment que les adénocarcinomes, c'est tellement unique. Et de trouver ces biomarqueurs et facteurs prédictifs, c'est très difficile. Entre autres à cause du fait que le rein, bon, ces maladies sont rares et que la nature de cette maladie. Mais j'ai une question moi-même. Je pense qu'on découvre de plus en plus de sous-types. Pourriez-vous expliquer combien de sous-types nous avons en ce moment? J'ai entendu quelque chose, je ne sais même pas si c'est vrai qu'il y a 60 sous-types d'adénocarcinome, mais je me demandais si vous pouviez partager quelque chose à ce sujet. Ça dépend comment vous sous-classifiez les adénocarcinomes. Comme référence, je dirais que l'Organisme mondial de la santé
a un standard intéressant si vous voulez regarder les classifications pour les adénocarcinomes. Et le plus récent, c'était de 2022, la classification la plus récente de 2022 de l'Organisation mondiale de la santé. Mais moi, ce que je dirais, c'est que les pathologistes aiment bien ça. Ils aiment séparer les choses en sous-groupes. Et ce qui est important, la pertinence, c'est que, comme je l'ai expliqué un peu, lorsque je tentais d'expliquer ça avec une expérience conceptuelle, c'est qu'il y a différentes réponses au traitement. Mais à un niveau plus élevé, l'idée, c'est que si vous comprenez, bon, les changements moléculaires dans un certain type de cancer et que vous pouvez être capable d'avoir une cible pour une thérapie particulière, si vous êtes capable de cibler ce changement moléculaire, eh bien, vous pouvez trouver un traitement plutôt que simplement d'essayer des choses au hasard, des médicaments au hasard pour voir si ça fonctionne. Et c'est probablement comme ça que les grands progrès seront faits à l'avenir. Si vous avez un gène et si vous avez une protéine et vous avez une cible et que vous êtes capable d'interagir directement avec cette cible, eh bien là, ça va avec l'idée qu'il faut prouver que ce changement-là est présent, c'est ça. D'accord, merci. Oh, je sais que un des sujets dans votre présentation, c'est sur les biomarqueurs et aussi les tests génétiques. Mais comment, selon vous, là, qu'est-ce qui ferait qu'un patient devrait demander des tests génétiques? Bon, je ne sais que ce n'est pas en ce moment recommandé pour tout le monde, mais quel facteur ferait que, selon vous, ce serait impossible pour demander, ce serait important de demander un séquencement génétique? Je ne peux pas parler pour tout le pays, mais dans le contexte de l'Ontario, j'imagine que les critères sont similaires ailleurs que dans l'Ontario, mais en Ontario, c'est basé sur l'âge, primo, bon, moins de 45 ans, plusieurs tumeurs, la bilatéralité, si la tumeur est dans les deux côtés, et en gros, ce sont les critères. Sur une des diapos de ma présentation, bon, ce que j'avais mis dans le rapport, c'est moi, je savais que c'était moins de 45 ans. Je vais mettre dans le rapport, bon, un hyperlien vers les programmes de tests génétiques. Alors, lorsque le patient lit son rapport, ben, ils peuvent cliquer sur l'hyperlien, mais ça va aussi au médecin familial qui va les aider pour avoir cette discussion à ce sujet. Bon, ils savent que, bon, aussi les autres membres de la famille qui peuvent aider à diriger cette discussion. D'accord, merci. C'est important. Et vous avez mentionné, docteur, dans votre présentation que les pathologistes aiment savoir s'il y a des antécédents familiaux ou d'autres facteurs. Est-ce qu'il y a moyen que nous, en tant que patients, puisse s'assurer que le pathologiste obtienne cette information parce que, comme vous le savez, parfois l'information nécessaire n'est pas toujours transférée. Alors, y a-t-il un moyen que le patient puisse être sûr que le pathologiste a vraiment reçu cette information-là? Je pense que c'est comme une question qualitative de plus haut niveau. J'ai moi-même regardé ça en certains détails dans plusieurs études que j'ai étudiées. Bon, la communication entre la pathologie et les fournisseurs de soins en général. Et il y a certainement des améliorations possibles pour générer des normes. Bon, j'ai posé cette question moi-même à plusieurs niveaux. Bon, je l'ai posé. Bon, les médecins et les chirurgiens ont une politique pour la transition dans les soins. Et il y a aussi, dans le contexte de l'Ontario, il y a des lois qui disent que, bon, une histoire, une historique du patient succinct devrait être fournie. Et je peux dire que, ayant étudié cela, que cela ne se produit pas. En tout cas, moi, dans mon propre environnement, bon, soit formellement ou informellement. Et il y a un rôle, bon, à un niveau plus élevé, pour dire que c'est important pour ce qui est de prendre soin du patient. On sait bien qu'en médecine, la communication entre les fournisseurs de soins est un des facteurs les plus importants pour ce qui est de la qualité des soins.
et là où les lacunes peuvent se développer, malheureusement. Oui. Alors moi, il faut que ce soit un élément sur l'accréditation. Bon, c'est ça la question. La communication entre les... Est-ce que la communication entre les fournisseurs de soins est surveillée? Est-ce que les gens y font attention? À ce stade-ci, il y a encore beaucoup d'améliorations possibles dans cette communication. Oui, ça, c'est un excellent point, merci. Et peut-être que c'est quelque chose que nous devons, on doit commencer à demander. Bon, on le demande déjà, là, mais peut-être à un autre niveau. Peut-être qu'il y aurait moyen qu'on pourrait avoir des conversations à l'avenir à propos de comment on peut mieux militer pour ce genre de communication entre les médecins pour que ça soit plus rigoureux. Oh, j'ai une autre question ici. Un patient voudrait savoir s'il y a un lien entre les adénocarcinomes et les NET. Neuroendocrine tumors, les tumeurs neuroendocrines, j'imagine? Mais c'est juste écrit NET dans la question. Ah oui, elle répond oui. Alors, les NETs, les NET en anglais. En fait, je vais parler de mon expérience. Moi, en fait, ils ont découvert une toute petite NET, une tumeur NET. Et la mienne n'a pas fait de métastase encore, heureusement. Je suis encore en sous-surveillance, là, après plusieurs années. Mais c'est une excellente question pour moi aussi. Bon, si vous reconnaissez qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux. Moi, je suis pas au courant d'un syndrome qui soit bien décrit ou quelque chose qui relie les deux, l'adénocarcinome cellulaire et les NET, les neuroendocrine tumors, les tumeurs neuroendocrines. Je pourrais le regarder. Pourriez-vous m'envoyer un petit courriel à ce sujet et je pourrais regarder, fouiller un peu et y penser. D'accord, merveilleux. Et je pourrais ensuite répondre à la patiente qui a posé cette question, s'il s'assure qu'on ait son adresse de courriel électronique. Et si vous avez d'autres questions, je vais le dire avant qu'on vous laisse partir, Dr. Bonnert. Nous sommes tellement reconnaissants pour votre présence. Et si vous avez des questions qui n'ont pas eu de réponse aujourd'hui, ou si vous pensez à votre question plus tard, ou peut-être que lorsque vous relirez cette excellente présentation sur notre site web, si vous voulez écrire votre question, l'envoyer à info@kidneycancercanada.ca ou info@cancerreincanada.ca et on va essayer de trouver une réponse. Et j'imagine que Dr. Bonheur, ça vous dérangera pas si je vous envoie un courrier électronique avec des questions. J'apprécie tellement votre appui. Ça a été vraiment... En tout cas, j'ai beaucoup d'autres questions, là, mais peut-être que je vais relire et si j'ai encore des questions, je vais vous envoyer un courrier électronique. J'apprécie tellement que vous ayez pris le temps de venir avec nous ici aujourd'hui. Et bon, 6 questions viennent d'apparaître, mais je vais vous demander, comme on manque de temps, si ça vous dérange pas, envoyez-nous vos questions directement et on va essayer d'obtenir des réponses pour vous aussi. Alors, merci, Docteur Bonner. Profitez bien du reste de votre journée. Merci pour m'avoir invité.